Classico, votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Nongué et Rodi Djonda. Le passager du jour dans Classico. Notre passager du jour est consultant et formateur en fabrication de pavés à partir de déchets plastiques. Il a formé de nombreux Camerounais qui sont venus à son école afin d'apprendre et qui vivent de ce métier rendu possible grâce au recyclage. Cet entrepreneur titulaire d'une licence en droit privé obtenue à l'université de Yaoundé de Soa se dit très disponible pour vous partager son savoir-faire. Classico a le plaisir de recevoir un homme qui a compris que l'économie circulaire est une richesse. Achille Fozeux, bienvenue à bord. Classico, pour découvrir et célébrer la diversité des parcours de vie. Le passager du jour dans Classico. Voilà donc, vous l'avez compris, avec notre passager du jour aujourd'hui, on parle de recyclage, d'une deuxième vie pour les déchets plastiques. Bonjour Achille Fozeux. Bonjour Nadine. Merci d'avoir accepté l'invitation de volume 3. Tout le plaisir, le mien. Voilà, donc avec vous aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat et peut-être même dans les plastiques aussi parce que c'est important. On va commencer par ce qui vous a mené à cette activité. Est-ce que vous vous êtes lancé parce que vous vous souciez de l'environnement ou bien c'était une opportunité business? Je vais dire les deux pour être honnête. D'accord. Déjà parce que il fallait bien se démerder à pouvoir trouver de quoi manger, nourrir sa famille. Le droit ne réussissait pas à faire ça. Vous savez, avec la situation des étudiants, je suis juste une personne parmi tant d'autres. Après les études, faites des concours et puis ça ne mord pas. Il faut bien trouver quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à cette activité. Et deuxièmement, maintenant, j'ai constaté autour de moi qu'il y avait des plastiques un peu partout. Donc un peu partout, aucun endroit sans plastique. Donc j'ai dit pourquoi ne pas transformer ceci en quelque chose. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire des recherches avec des vidéos et voir si on pouvait vraiment faire des plastiques là quelque chose d'utile. Vous en aviez déjà entendu parler avant quand même? Ouais. Et vous n'aviez pas trouvé sur le plan local quelqu'un qui aurait pu vous montrer un peu les ficelles? Vous avez dû faire vos propres recherches et vos propres tests. En faisant les recherches, justement, je suis tombé sur l'association de Roger Mila qui faisait cela à l'époque. Et ils ont fait cela avec les jeunes les sans-abri. Oui, mais apparemment, ils n'ont pas continué l'activité. Mais j'ai profité de l'occasion pour entrer en contact avec leur formateur. Et c'est lui qui m'a mis sur le chemin, il m'a orienté. D'accord. Justement, au niveau de l'aspect formation, est-ce qu'il y a une formation encadrée, réglementée ou bien on apprend sur le tas? On apprend sur le tas. Moi, personnellement, j'ai appris sur le tas. Mais ces dernières années, on constate que de plus en plus dans l'université, on commence à apprendre cela aux jeunes. Oui, parce que j'ai été contacté par plusieurs universités qui m'ont envoyé leurs élèves, les étudiants pour un stage académique. D'accord. Oui. Est-ce que dans votre secteur d'activité, il y a un exemple qui vous a marqué au point de vous dire c'est possible de faire du chiffre ou alors c'est possible d'y croire? Un exemple, c'est juste en regardant que les pavés commençaient à prendre de l'ampleur et on utilisait du ciment. Je me suis dit, si on commence à utiliser des pavés pour faire des routes, pour faire des trottoirs, ça veut dire que si on peut faire la même chose sans utiliser le ciment, ça devrait être profitable. Ouais. Et donc là maintenant, on va s'intéresser au pavé en lui-même.
c'est des pavés faits à base de plastique. Est-ce que cela veut dire que je peux ramasser tous les plastiques à la maison et puis les transformer? Tout non. Il y a un type de pavé que nous on utilise. Par exemple, les sachets plastiques. Vous savez, il y a deux types de sachets plastiques par exemple. Oui. Il y a les sachets que les mamans préparent, le couscous avec. Nous on ne les utilise pas. Parce qu'il faudra des tonnes pour avoir juste 1 mètre carré. Par contre, il y a d'autres plastiques qui sont un peu plus lourds, comme les sachets d'eau. Vous voyez le sachet d'eau de 50 francs là, oui. Son plastique est un peu plus lourd que celui que nos mamans emballent le couscous avec. Donc, il y a cela, il y a les bouteilles plastiques. D'accord. Qu'on peut utiliser, les bouteilles de jus, les bouteilles d'eau, on peut utiliser. Et les bidons de moins de 20 litres, donc 15 litres, 10 litres, pourquoi? Parce qu'ils fondent un peu plus difficilement que ceux de 10 litres par exemple. Donc, si on doit utiliser les bidons de 20 litres, il faudra qu'à l'avance on broie avec une broyeuse. Bon, nous actuellement on envoie de broyeuse. On préfère se limiter au plastique qu'on peut ramasser, les bouteilles et les sachets plastiques. Mais c'est envisageable d'avoir une broyeuse pour pouvoir, dans un futur proche ou bien lointain? Oui, c'est en fait, nous aimons avoir cette broyeuse. Ce n'est que les moyens qui nous manquent pour le moment, mais nous voulons avoir cette broyeuse. Elle coûte combien une broyeuse actuellement sur le marché? Actuellement, 2,5 millions. D'accord, parce qu'il faut préciser que vous travaillez pour une association et donc cette association-là n'a pas de subvention, d'accompagnement. Non. C'est financé c'est cette activité-là qui est génératrice de revenus pour l'association. Oui, c'est financé par nos membres. Yeah. D'accord. Maintenant, pour avoir du plastique, votre premier matériel, il faut le ramasser. Est-ce que vous le faites particulièrement? Comment ça se passe? Vous organisez des expéditions dans les drains? Où est-ce que vous trouvez le plastique? Nous, on trouve le plastique de deux manières. Soit nous-mêmes descendons sur le terrain de temps en temps, on s'organise en équipe pour aller dans les marchés, pour aller dans les rues et dans les dépotoirs. Soit nous payons et vous allez voir en route, il y a des gens qui ramassent, qui ramassent des plastiques, qui fouillent les poubelles. Nous leur demandons de ramasser aussi les plastiques et les bouteilles et de venir nous vendre sur place. Et nous achetons à 200 francs le kilo, parfois 150 francs. D'accord, donc ça veut dire que quand on voit les gens ramasser, enfin je pense que ceux qui ramassent souvent, il est important de leur dire que vous êtes potentiellement acheteurs et qu'il ne suffit pas de faire le recyclage en mettant les faux laits de toilette à l'intérieur, ou donc c'est possible d'en faire un meilleur usage. Justement. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ramassent et qui vont revendre à des gens qui sont chimistes de quartier. Il n'y a pas que les laits de toilette, il y a de l'eau aujourd'hui qui est réemballée dans ces plastiques, dans ces emballages plastiques là. Il y a bref, tout ce qui est emballage plastique aujourd'hui retrouve une seconde vie, peut-être dans la même activité, mais pourrait être mieux utilisé avec lui ou alors avec son association. Est-ce que pour le ramassage, à quelle fréquence il vous faut du plastique au produit? Il faut ramasser tous les jours, toutes les semaines, il faut acheter? Comment ça se passe concrètement? En fait, on a besoin du plastique autant que possible. Vous savez, c'est notre matière première. Donc, c'est sans limite. Donc, c'est sans limite. Ouais, vraiment. Donc, nous, personnellement, dans l'association, on s'organise 3 fois par semaine pour ramasser. Et parfois 2 fois. Puisque, hormis l'activité de l'association, chacun de nous a un deuxième travail qui est fait. Voilà. D'accord. D'accord, parce qu'il faut bien vivre. Hein, vous ramassez, parce que je me demande, vous ramassez beaucoup de plastique. Il faut y aller avec un pouce, un véhicule, des sacs. Comment ça se passe? Bon, nous partons avec des sacs. Quel type de sacs? Parce que je me dis que vous ramassez en grande quantité quand même. Les sacs des ménageuses, là, parfois, dans le pouce, oui. Donc, il y a des gros sacs là que les femmes utilisent, on les appelle, c'est pas, quand une femme veut déménager ou quitter le mariage, on dit qu'elle prend les... Gala Moscou. Voilà, on prend ces gros sacs là. Donc ça, bel exemple. Vous pouvez ramasser combien de sacs par passage ou par fouille? Bon, ça dépend. Et justement, on se ramasser 2 fois par semaine, le temps que le marché se recharge ou alors les dépotoirs se rechargent de plastique.
Et quand on sort, on peut ramasser 5 sacs par jour ou même 10 sacs parfois. Il y a quelque chose que j'ai vu faire, je pense, à l'étranger. Je ne sais pas si on le fait ici. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité, parce que beaucoup de gens jettent les matières plastiques dans les drains, de mettre une forme de filet qui va tout récupérer et vous laisser l'occasion de faire le tri. Est-ce que vous avez cette possibilité-là de le faire en tout cas? Bon, on a pensé, mais on n'a pas encore utilisé cette technique-là. Il faut des autorisations préalables pour le faire ou on peut faire comme on veut? Déjà, dans l'activité, l'État n'est pas très rigoureux là-dessus. Donc, si vous débarrassez les gens du plastique, c'est une bonne affaire. Oui, c'est une bonne affaire, en tout cas. Est-ce que vous n'avez pas pensé, comme certaines entreprises qui font le recyclage, à mettre des espèces de bacs dans lesquels les gens pourraient venir jeter les matières plastiques et ce serait un peu plus facile au niveau de la récupération? Oui, bon, dans ce sens-là, nous, on dépose plutôt les moustiquaires au niveau des bacs. Ça veut dire quoi? On a la possibilité de venir ramasser dans la poubelle et de jeter dans notre plastique, puisque c'est juste à côté. Oui. Donc au lieu de jeter la bouteille dans le bac à ordures, directement le jeter dans le gros filet que vous avez mis. Je préfère parler de gros filet parce que parler de moustiquaire, du coup, on aurait l'impression que la lutte contre le paludisme, ça ne vous dit trop rien. Alors revenons sur les pavés. Quelle quantité de plastique ou alors quelle quantité de plastique il faut ramasser pour pouvoir produire en moyenne 100 mètres de pavés? Pour produire 100 pavés. 100 pavés par exemple. Bon, allons sur le mètre carré. D'accord. Pour produire 1 mètre carré, parce que 1 mètre carré nous donne 36 pavés. D'accord. Oui, les petits pavés. Et il faut environ 15 kg de plastique pour avoir 1 mètre carré de pavés. D'accord. Ouais. 15 kilos pour 1 mètre carré, donc pour 36 pavés, petits pavés. Alors quand on parle de petits pavés, est-ce que c'est la taille qu'on voit sur les routes ou alors c'est encore plus petit? Et j'ai ramené avec moi les deux gabarits. Donc on a les petits pavés qu'on dépose beaucoup plus sur le trottoir. Oui. Et ce qu'on dépose sur les routes, en fait, on les distingue par l'épaisseur. On a l'épaisseur 6, épaisseur 8. L'épaisseur 6, on l'utilise pour le trottoir. L'épaisseur 8 pour les routes. D'accord, donc c'est l'épaisseur 6. C'est pour l'épaisseur 6 qu'on aura besoin de 15 kilos. Vous faites 36 ou alors 1 mètre carré. J'ai même quantité. À la différence maintenant que pour les routes, on va ajouter du gravier. D'accord. Là maintenant on commence à se comprendre. J'essaie de me projeter depuis tout à l'heure. Je me dis ok, pavé plastique c'est bien, mais est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser sur les routes? Est-ce que ça peut être une alternative au béton, au gravier et tout ce qu'on voit là? Donc je me posais cette question. Mais merci déjà d'avoir précisé, Nadine. Voilà, une fois que vous avez le plastique, c'est un tout petit peu la matière première. Comment on fait pour arriver au produit final qui est le pavé? Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de broyer, mais vous n'avez pas de broyeuse, donc qu'est-ce que vous faites? Ce que nous on fait, c'est déjà au niveau de la sélection. On privilégie les plastiques, les sachets plastiques et les bouteilles plastiques parce qu'ils peuvent fondre plus facilement et plus rapidement. D'accord. On n'a pas besoin de les broyer. D'accord. Oui, lorsque on a mis le plastique dans la cuve, le plastique a commencé à fondre, on ajoute les bouteilles plastiques. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, le tout va fondre. On va utiliser un malaxeur pour tourner, pour faire le mélange, pour que la pâte devienne fluide. C'est une machine? Non, on va utiliser une pelle. C'est comme une pelle qu'on va tourner dans la cuve. Mais le plastique, après, ça s'étire. J'ai du mal à visualiser. Comment on va le mélanger avec une pelle? Ça reste sur le feu, c'est ça? Oui. Bon, je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous voulez faire par exemple du couscous dans la marmite, vous versez de l'eau. Oui. Quand l'eau devient bouillante, on verse du couscous. Oui. Dans le même processus, on verse du plastique. Quand le plastique devient fluide, d'accord. Fluide, ça veut dire l'état liquide, son état d'origine. D'accord. Oui, c'est là il se comporte comme un liant. Vous avez déjà pris du plastique ébullié avec du briquet, ça se met à couler. Donc ce plastique va devenir fluide. Et ensuite, on va verser un premier sur le sable, ensuite un deuxième. C'est quand c'est au feu qu'on ajoute le sable. Justement, comme si on préparait du couscous en tournant. Il faut avoir de la force dans les bras. Hein. Justement, il n'y a pas de machine pour? Actuellement, pas. Les machines existent, mais elles sont un peu très coûteuses pour nous actuellement. Mais nous avons un projet de les acheter. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment vous mettre, ou alors vous rapprocher
ces instituts qui forment, par exemple, que ce soit UGL, l'UIT, ou alors, aujourd'hui, c'est plus l'UIT, c'est devenu Polytech Douala. Oui. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment, vous, en tant qu'association, vous rapprocher des encadreurs de ces institutions-là pour leur poser votre problème et que ça devienne, par exemple, des travaux dirigés pour les apprenants afin de vous simplifier la tâche? Il y a 2 semaines, parlant de ce sujet, vous faites bien de parler de ce sujet, il y a 2 semaines, l'un des enseignants de Polytech nous a contactés et il a demandé à voir nos produits, ce qui a été fait. Ensuite, il a pris celui d'aller tester. Il est allé en laboratoire, il a testé et les résultats ont été très 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 concluants. Et c'est comme ça, ces derniers jours, nous sommes en partenariat avec eux pour pouvoir recevoir les stagiaires. D'accord. Oui. D'autant plus que vous recevez leurs stagiaires pour leur apporter votre expertise. Oui. Est-ce qu'en contrepartie, Nadine, c'est pas possible qu'ils voient une convention pour, par exemple, vous fournir une mélangeuse pour la fusion entre le plastique et est-ce que vous avez exploré cette possibilité? Oui, nous avons eu des promesses dans ce sens-là, en tout cas. Donc, ils ont dit qu'ils vont nous accompagner dans ce sens pour avoir des machines pour pouvoir produire en grande quantité. Donc, il y a cette possibilité avec l'exploration. Mais pour revenir à la fabrication du pavé, vous faites fondre votre cuve. Elle prend jusqu'à quelle quantité de plastique que vous allez pouvoir mélanger après à quelle quantité de sable pour produire exactement? Par production, en fait, vous arrivez à avoir combien de mètres carrés de pavé en fonction des quantités exactes de mélange peut-être? Ok, pour la cuve que nous avons actuellement peut contenir jusqu'à 3 mètres carrés ou 4 mètres carrés d'un coup. D'accord, donc c'est 15 kilos de plastique x 3. Oui, maintenant vu que si on met par exemple 3 bourrettes de sable dans la cuve, tourner va être plus compliqué. C'est pour ça que nous procédons par mètre carré. Ça veut dire pour chaque tour de production, on produit 1 mètre carré. Ah, d'accord. Oui, mais la contenance, si on verse même on peut faire 3 mètres carrés. Dans une cuve, on peut faire 3 mètres carrés d'un coup. Maintenant, la difficulté, ça sera au niveau de malaxer. Il va falloir beaucoup d'énergie pour pouvoir malaxer. Et ça sera presque impossible. Voilà, on va revenir parce qu'on va vraiment s'appesantir sur la fabrication du pavé, le process. On va revenir dessus dans quelques secondes, mais tout de suite, c'est l'heure de prendre la pause. Classico, pour découvrir et célébrer la diversité des parcours de vie. Le passager du jour, dans Classico. Vous faites bien d'être à l'écoute de volume 3, le programme c'est Classico. On vous amène au gré de nos trajectoires pour vous faire découvrir des belles trajectoires de vie, des histoires inspirantes comme celle d'Achille Feuzeux qui est notre invité ce jour, à qui nous disons une fois de plus merci d'avoir accepté notre invitation. Avec lui nous parlons de pavé plastique et vous avez compris que dans le pavé plastique là encore il y a du béton, du gravier à introduire et tout à l'heure avant la pause Nadine il nous parlait de ce mélange oui, assez artisanal parce que ça se fait à la force des bras et là tout de suite on a eu cette réflexion mais est-ce que le bodybuilder ou alors est-ce que l'invité de Tina de la dernière édition de Sportify ne peut pas aller ça peut faire office d'entraînement parce que ça nécessite la force des bras quand même. Oui, c'est clair que c'est une activité qui nécessite la force des bras, mais moi je veux qu'on revienne un peu à l'aspect des quantités. Vous avez dit que vous fabriquez en fait par mètre carré. Pour fabriquer 1 mètre carré, on sait qu'il faut 15 kg de plastique, mais combien de sable on rajoute à ces 15 kg de plastique là pour être sûr qu'on fait un bon travail dosage. Oui. Bon, disons environ une bourrette. D'accord. Pour 15 kg de plastique. Donc on ajoute au fur et à mesure exactement comme... ouais, en fait une bourrette, vous allez repartir dans des seaux de 10 litres. Vous allez mettre au fur et à mesure et tourner. Et on tourne avec une pelle? Avec une pelle, en fait.
Un peu comme quand on mélange, le un peu quand vous faites, sable quand vous faites de la bouillie. D'accord. Maintenant, il faut tourner au fur et à mesure. Il y a un sens dans lequel on tourne ou bien on tourne à sa guise? Non, tourner dans tous les sens. Alors, moi, je veux comprendre. Un peu comme le ciment et le sable. Quand on fait du béton, pratiquement la même chose. Alors, moi, je veux comprendre. Est-ce que les deals, vous avez dit une brouette, c'est dans les seaux en plastique de deal, les seaux maçons, c'est comme ça que ça s'appelle généralement. C'est combien de seaux maçons? C'est 5 pour faire une brouette? 6. Environ 6. D'accord. Alors, est-ce que vous versez entièrement une fois ou alors vous versez progressivement le temps de tourner? On verse progressivement. Parce que si vous versez une fois, vous risquez d'avoir des boules. Un peu quand vous faites la bouillie, vous avez à faire la bouillie. Si vous ne tournez pas au fur et à mesure que vous versez, vous allez retrouver des boules à l'intérieur de la bouillie. C'est pratiquement le même. Dans le terrain, on parle de militaire. Et si ça se produit, ce sera inutilisable? Oui, non, ça sera pas. En fait, ça sera pas. Vous n'allez pas obtenir des bons pavés. Vous allez remarquer des boules dans les pavés. Pourtant, il faut que le pavé soit bien lisse, homogène et bien lisse au-dessus. Une fois qu'on a mélangé, qu'est-ce qu'on fait? On retire du feu, on retire de la chaleur. Est-ce qu'il y a un moule? Est-ce qu'on fait à la main? Qu'est-ce qu'on fait? Justement, il y a un moule. Lorsqu'on a mélangé et que les deux composants, c'est-à-dire le plastique et le sable, sont déjà bien homogènes, c'est là où on peut sortir la pâte chaude. Avec la pelle? Oui, et on dépose directement dans les moules. Les moules sont déposés sur les établis. Bon, les établis sont des tables, en fait. Ah, en fait. Un peu comme pour faire du papin. Oui, un peu comme pour faire même du gâteau. Ouais, donc après avoir fait beaucoup de références culinaires. Ça permet une meilleure compréhension. Après avoir fait le mélange, le plastique et le sable sont déjà homogènes. Vous devez retirer chaud. Vous devez juste baisser un peu le feu pour que la pâte ne brûle pas. D'accord. Oui, et servir chaud et compacté. Et ainsi de suite. Quand on met dans le moule, ça peut déborder. Donc, c'est un aspect sur lequel on va revenir dans quelques minutes parce que je pense qu'on va vraiment s'étendre sur cette fabrication. C'est important. On se retrouve juste après. En route vers de nouveaux horizons dans Classe Eco. On retourne dans ce studio et on retourne dans notre aéronef pour cette fois encore échanger avec le passager qui est mis en l'honneur aujourd'hui. Voilà, donc avec Achille, on revient sur la fabrication du pavé parce que quand on le retire du feu, quoi que ce soit avec une pelle, c'est chaud. Est-ce que quand on met dans le moule, habituellement, avec les parpaings, on racle un peu le dessus parce qu'il y a des débordements? Pour ça, on utilise encore quoi? Un autre matériau en fer en contact avec la chaleur? Comment est-ce qu'on évite de se faire brûler au passage? Parce que c'est un risque. Déjà, pour ne pas se faire brûler, il faut les gants. On a des gants en coton que nous portons. Ça protège assez? Bon, mais ça protège quand même. Maintenant, pour revenir sur votre préoccupation, lorsque on retire la pâte de la cuve, on dépose dans le moule. Au contraire, nous, on doit faire déborder la pâte. D'accord. Parce qu'après, il faudra utiliser un compacteur pour compacter. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Le compacteur, c'est un peu comme le couvercle d'une marmite, quoi. On tasse avec. Voilà. Le couvercle d'une marmite, on ne casse pas. On pose juste, on appuie. On fait pression. Juste quand le plastique est mélangé au sable, il est fluide. D'accord. Donc, il est justement comme un béton. D'accord. Oui. Quand on fait déborder la pâte sur le moule, on appuie, on compacte. On le presse. Il faut appuyer dessus pendant combien de temps? On presse jusqu'à ce que le superflu qu'on a mis au-dessus rentre complètement à l'intérieur. Maintenant, si ça ne rentre pas le tout, on peut dégager le reste sur l'établi. Ça aussi, c'est fait à la main. C'est toujours à la main. On utilise quoi? C'est avec une autre pelle. Il faut patienter combien de temps pour que ce soit compact avant de pouvoir... Bon, déjà, ça durcit très rapidement. D'accord. Très rapidement. C'est pour ça que lorsque vous sortez le mélange de la cuve, il faut être rapide. Vous déposez dans la cuve. À l'instant, on va compacter et ensuite, on va démouler. D'accord. On ne tarde pas pour démouler. On ne tarde pas pour démouler.
Ah, il faut le retirer en fait du moule de peur qu'il ne colle dans le moule. Oui, déjà, il faut retenir que nos moules ont une double ouverture. D'accord. C'est-à-dire qu'en bas, ce n'est pas fermé. Donc, on dépose, on verse la pâte, on retire juste, ça ressort comme un gâteau. Lui donner la forme. Oui, ça sort juste comme un gâteau là. On peut asperger un peu de l'eau dessus pour que ça durcisse un peu plus vite, pour ne pas s'écouler. Oui. Alors, entre la collecte de plastique et le pavé final, combien de temps cela prend exactement? Bon, pour dire la collecte, on ne le fait pas le même jour qu'on produit. Donc, lorsqu'on produit, on a au préalable notre stock de plastique qu'on a collecté peut-être la veille. Oui, maintenant, le processus, lorsqu'on part du tamisage du sable au pavé, peut prendre environ 40 minutes pour avoir 1 mètre carré. D'accord. Alors, est-ce que la collecte se fait en fonction des objectifs ou alors c'est au bon gré de la chance qu'on pourra avoir de la journée, on va faire avec, ou alors on a des quantités à produire et il faudrait qu'on ait le stock nécessaire pour produire cette quantité-là? L'idéal pour nous, c'est d'avoir à ne pas sortir toutes les semaines pour aller chercher du plastique. Donc, c'est-à-dire de collecter ou alors de recevoir des plastiques chez nous de telle sorte qu'on peut produire même sur 1 mois. Ça veut dire que vous avez établi un programme de ramassage et un programme de production? Oui, on ne produit pas le même jour qu'on ramasse les plastiques. Oui, on ramasse les plastiques 2 fois par semaine par exemple, ou alors 1 fois par semaine, le temps que les décharges se remplissent. Oui. Donc on organise vraiment la production 2 fois par semaine. D'accord. Oui. À combien est-ce qu'on les vend à combien est-ce que qu'on les vend les pavés finalement, je pense c'est ça. Donc les pavés, une fois qu'on les a produits, là vous les avez produits, je dis n'importe quoi, 300 mètres carrés, comment ça se passe après? Ils sont immédiatement revendus à qui, ou alors est-ce que des personnes vous passent les commandes au préalable? Comment ça se passe? Bon, pour dire vrai, honnêtement, c'est le bouche à oreille. On n'a pas encore vraiment établi un système marketing pour vendre nos produits. Mais même seulement avec le bouche à oreille, on a déjà plein de clients, puisque lorsque un client sait que ceci c'est un pavé à base de déchets plastiques, tout de suite ça éveille sa curiosité. Et c'est comme ça qu'on a eu des commandes du voisinage et des connaissances de la famille et des amis. Ouais. Donc, ça veut dire que vos clients sont des particuliers, pas des entreprises qui travaillent dans le domaine de... Pas encore. D'accord, mais est-ce que vous explorez au moins maintenant que vous avez dit que l'IUT a emmené vos pavés au labo Génie et qu'il respecte les normes en tout cas, et qu'il peut tenir sur la route. Est-ce que maintenant que vous le savez, ou peut-être que vous avez un document qui l'atteste, vous êtes à même de proposer vos services aux entreprises qui travaillent sur les chantiers routiers, et est-ce que vous serez capable de produire en fait les stocks dont ils auront besoin? À condition qu'on ait des machines. Puisqu'actuellement, notre manière de produire ne nous permet pas d'avoir un grand stock de pavés sur place. Déjà, pas 1 fois, ni 2 fois, ni 3 fois, on a eu une commande de 500 mètres carrés. D'accord. Mais sur place, on avait à peine 200 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Parce qu'il n'y avait pas assez de plastique? Oui, justement parce qu'on n'avait pas assez de plastique, et aussi qu'on produit de manière artisanale. Oui. Oui. Si un client dit je veux 500 mètres carrés dans 1 mois, chez nous c'est impossible. D'accord, justement, ça me fait revenir à la question de la production également. Par jour, en fonction des stocks disponibles, en moyenne, combien par mètre carré, on a dit qu'un mètre carré c'est 36 pavés, vous arrivez à produire par jour? Est-ce que vous produisez tous les jours d'ailleurs? Non, pas tous les jours, on produit 2 fois par semaine. Vous savez, le contact avec cette fumée-là, il faut donner le temps au poumon de se régénérer et prendre des aliments qui vont avec avant de revenir produire. Parce que la production, vous avez dit, c'est artisanal. Donc, nous sommes en contact direct avec non seulement le feu et la fumée qui s'y dégage. Voilà, justement, sur les photos que vous m'avez envoyées, je vous vois porter un masque en plus des gants. Ce masque-là, c'est sûr qu'il vous protège. Jusqu'à quel niveau? C'est des masques à oxygène ou c'est... Oui, il faut absolument ce type de masque-là. Je ne sais pas comment on l'appelle. Oui. C'est pas un masque chirurgical. C'est un masque facial. D'accord. Oui, adapté pour des productions industrielles. Non, mais ça veut dire que même quand vous le portez, vous pouvez vous exposer minimum ou maximum combien de temps à cette fumée-là? Bon, je vous ai dit si on produit 10 mètres carrés par jour, ça veut dire
on a au moins 3 heures ou 5 heures de temps proche de cette fumée. D'accord. Bien que nous avons des masques, ça ne couvre pas totalement. Au moins à 20%, on aura toujours des inhalations. Voilà, des infiltrations de cette fumée-là. Voilà. Et après, ça se passe comment? Vous allez à l'hôpital pour les examens, pour vous rassurer que comme avec les peintres, on dit que tu finis, tu bois le lait. Alors, après, vous buvez du lait non sucré, voilà. Et puis vous dites ça va, c'est... Du lait non sucré. Mais est-ce que ça garantit la protection de vos poumons, finalement? C'est le lait que vous buvez derrière. Est-ce que oui, vous réussissez à préserver l'environnement, à retransformer les déchets plastiques, mais votre santé pas au gré aussi. de votre santé. Justement, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas encore à l'échelle industrielle. Nous produisons 2 fois par semaine, justement, pour donner ce temps-là au corps de se régénérer et prendre les aliments pour nous fortifier également l'organisme. Déjà, nous le faisons pour montrer aux jeunes qu'il y a des possibilités, des ouvertures d'entreprendre dans un secteur. C'est pour ça que nous sommes une association pour donner des opportunités aux jeunes. Oui. Donc, nous ne faisons pas dans le but de se faire des millions, par exemple. Mais par contre, si nous avons... Pas encore. Toute entreprise commence toujours il y a l'idéologie et après il y a les rentrées dessous. Mais au-delà de cette exposition à cette fumée qui est nocive pour la santé, est-ce que quand on fait ce métier, il faut avoir une hygiène de vie en particulier? Non, pas tellement. Donc c'est éviter le maximum de s'exposer à la fumée et puis ça va. Oui. Lorsque vous avez fini de produire, essayez au moins de prendre du lait non sucré et de vous alimenter normalement. Ça veut dire bien manger en tout cas. Mais il n'y a pas que celui qui fait le mélange qui est exposé à la fumée. Est-ce qu'il faut être nombreux dans l'unité de production? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un système d'alternance en fait pour pouvoir produire peut-être plus? Oui, on a pensé également à cela. Ça veut dire si on a une commande à livrer dans les brefs délais, on peut constituer 2 équipes. Une équipe qui travaille le matin, une autre équipe travaille le soir. Oui. Oui, ça fait en sorte qu'on ne s'expose pas beaucoup à la fumée. La même équipe ne s'expose pas à la fumée pendant longtemps. D'accord. Oui. Maintenant, tout à l'heure, on est un peu passé dessus en flèche, mais combien on dépense? Ça coûte combien d'acheter 1 mètre carré de pavé fabriqué à base de plastique? Les prix peuvent changer, mais actuellement, avec 7500 pour avoir 1 mètre carré. D'accord. Que 36 petits pavés, en fait 36 pavés. 36 pavés. D'accord. À 7500. D'accord. Alors, c'est quoi la durée de vie de ce pavé-là? Oui, c'est l'un des atouts de ces pavés-là. 200 ans de vie. D'accord. Il faut faire 200 ans de vie. Plastique quand même. Ouais. Vous savez que le plastique seul à lui-même peut faire même 1000 ans. Oui. Donc mélanger au sable, le sable également c'est un élément naturel. Donc vous avez une garantie de moins de 200 ans de vie. Lorsque vous utilisez cela. Et il y a un autre avantage, c'est que la moisissure ne monte pas dessus. Vous n'aurez pas à lever les herbes entre les pavés tout le temps comme c'est le cas avec les pavés en ciment. D'accord. Donc la verdure ne les attaque pas. Vous avez déjà vu cela devant une maison. Il n'y aura pas de mousse, ce ne sera pas glissant. Si vous le mettez dans votre cour, vous êtes tranquille, vous balayez juste. C'est notre avantage. Voilà. Justement, vous fabriquez les pavés, est-ce que vous les posez également? Oui, on a une équipe qui pose également. Ouais. Donc ça fait un supplément, une rentrée d'argent supplémentaire. Donc vous pouvez offrir le service complet. Oui. Vous achetez chez nous et puis on vient livrer et on pose. D'accord. Est-ce qu'à votre rythme de production, qu'avec ce rythme de production, un gros acheteur peut vous confier un bon de commande? Est-ce qu'une mairie, par exemple, qui a besoin de... Avec un délai de livraison, bien entendu. De refaire sa voirie, je ne sais pas, à Bepanda ou alors à Dogbong, où il y a des trous, peut vous passer une commande de pavés et sur un délai bien raisonnable, recevoir la commande? Oui, sur un délai bien raisonnable. La mairie peut nous passer la commande et nous livrons. Qu'est-ce qu'on met dans raisonnable? Le délai, il faut que le délai va avec. Ça veut dire quoi? Si nous produisons 10 mètres carrés par jour, le calcul SM, ça veut dire si vous voulez 200 mètres, si la mairie veut 1000 mètres carrés, il va falloir attendre pratiquement 100 jours. Par contre, si la mairie décide de subventionner pour nous donner des machines, des malaxeuses, des compacteuses malaxeuses, compacteuses. Donc voilà les machines dont on a besoin, les broyeuses. Mais est-ce que sur le plan étatique, votre association n'a pas la possibilité de demander des subventions, de faire ce type de démarche-là pour pouvoir être accompagné? On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais la mairie de Douala 5e. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dossier est toujours en attente. Ça fait combien de temps qu'il est en attente, le dossier? Pratiquement 2 ans et demi.
Mais est-ce que vous n'avez pas pensé que du fait que ça, en attendant, parce que quelqu'un disait attendre, c'est faire quelque chose en patientant. Donc, est-ce que vous n'avez pas pensé que vous pouvez, de vous-même, de votre propre chef, chercher des partenaires, par exemple à l'étranger, en Chine et autres, et leur dire voici ce que nous savons faire et voici le besoin. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Non, on l'a pas encore fait. Non. Pourtant, c'est possible. Vous êtes une ONG ou alors simplement une association. Une association. Maintenant, il y a des ONG qui préfinancent surtout dans votre domaine, dans le domaine de l'écologie. Oui, il y a des ONG ça intéresse beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, financent des projets écologiques comme le vôtre. Est-ce que vous n'avez pas pensé à trouver ces ONG qui préfinancent, qui financent? Il y a par exemple l'agence française pour le développement AFD, qui finance ce genre de projet. Est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous avez fait des recherches dans ce sens? Nous avons fait des recherches. En fait, on a un consultant qui se charge de ça, de déposer des demandes de financement et tout. Donc, c'est toujours en attente en tout cas. Nous avons eu des promesses, certes, mais tant que les promesses ne sont pas concrétisées, on ne va pas espérer autant que ça, jusqu'à ce que les promesses se concrétisent. Ouais. D'accord. Voilà, on va aborder un tout petit peu le dernier aspect. Vous investissez également dans la formation. Combien de personnes vous pouvez compter, vous avez déjà formé jusqu'ici depuis que vous faites cette activité? Plusieurs, environ même 100 jeunes actuellement. En présentiel? Parce que vous formez également en ligne? Oui, nous formons en ligne et en présentiel. En présentiel, nous avons formé minimum 100 jeunes. Seulement pour Douala ou dans tout le pays? Non, seulement pour Douala. Il y a ceux qui venaient de Yaoundé, ceux qui venaient de Bafoussam. D'accord. Ouais, donc environ 100 jeunes depuis 2022. Depuis 2022, 100 jeunes. Mais après la formation, est-ce qu'il y a un suivi pour s'assurer que leur petite unité de production qu'ils ont lancée, ils arrivent à s'en sortir? Parce que vous avez déjà fait le chemin quand même, mais il arrive que vous n'ayez pas assez de stock de plastique, un peu qui est la matière première. Est-ce que vous monitorez un peu tous les gens que vous avez formés pour voir comment avance l'activité? Oui, après la formation, on ne vous abandonne pas. Il y a un suivi, un accompagnement. Ça veut dire, si vous avez des difficultés, nous, on peut se déplacer et venir et voir sur le terrain ce qu'il y a lieu de faire et vous accompagner avec le matériel de base lorsque vous voulez vous lancer. Parce qu'il faut dire, parmi les 100 jeunes, très peu sont ceux qui ont le courage de se lancer après. D'accord. Donc, il y a actuellement 20 jeunes qui sont effectivement lancés, m'ont envoyé des photos. Donc, j'ai apprécié. Et lorsqu'ils ont des difficultés, on reste toujours connecté en ligne. Voilà. D'accord, on va dire que c'est possible d'être soucieux de l'environnement, de collecter des plastiques, pas seulement pour les revendre à ceux qui en font ce qu'ils veulent, mais c'est possible que ce plastique-là soit utile au lieu de polluer les mers, les eaux, que cela serve pour faire des routes, pour aménager vos maisons. C'est avec cet aspect sur la formation on va vous remercier, Achille, d'être venu et d'avoir bien voulu partager avec tous les auditeurs à l'écoute de Classe Éco aujourd'hui votre expérience avec la touche écologique. Merci pour l'invitation déjà. Et faut préciser aux auditeurs que je suis dans un studio vraiment très 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 joli. Merci. Nous nous sentons flattés. Alors de toutes les façons, nous vous souhaitons que du bonheur, que du progrès, que du succès dans votre entreprise et surtout dans votre projet ô combien écologique. Il en faut de plus en plus et nous espérons qu'au sorti d'ici nous aurons pu allumer quelques ampoules dans votre réflexion et que de l'autre côté des personnes nous aient écoutés et qu'elles aient envie de vous accompagner dans ce pari-là. Nous souhaitons que la vibe soit avec vous dans votre activité. Merci beaucoup. Le passager du jour dans Classe Éco. Classe Éco. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Classe Éco, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classe Éco, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Nongué et Rodi Djonda.